tu vas passer une nuit dingue. Et, euh, et demain matin, tu vas me raccompagner au métro. Après m'avoir offert un petit déjeuner au goût âpre et acre. Je reviens tout de suite. Pourquoi il est parti, le mec? Je sais pas, peut-être que si toi tu savais, tu fuirais aussi. Je suis prêt à rater toute ma vie. Pour Réussir toute cette... Oh, waouh! C'est ça ma description du match ou pas? Ouais. Vous êtes un des plus beaux couples que j'ai jamais vus. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 000 ans. J'aimerais bien être utile, mais c'est pas. Moi, je trouve que 15 ans d'amour ou une nuit d'amour, c'est à peu près la même chose. Qui a passé une journée de merde? Un peu tout le monde. Le métro, boulot, dodo, c'est ça qu'on veut? Non. Vous allez vivre une expérience tout à fait extraordinaire. J'adore être avec toi. J'espère juste que tu peux comprendre que toi, rien avec moi. Moi, je pense surtout qu'il faut qu'on se paye un super moment, qu'on rangera sur notre petite étagère de souvenirs, bien empilée, bien poussiéreuse, qu'on finira par chérir du fin fond de notre EHPAD. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisque nous sommes en Avignon pour le festival à l'occasion du festival des Rencontres du Sud. Combienième édition des Rencontres du Sud, René? C'est la 13e édition et en fait il y a deux qui sont passés un petit peu à côté puisqu'on était en plein Covid. Mais c'est la 13e édition. Alors avant même que j'ai le temps de le présenter, donc le roi René a pris la parole. Je vous présente donc René Cros. On le dit. René Cros, donc, qui est le président des Rencontres du Sud, personnalité bien connue de l'exploitation française. Aux côtés de René Cros, Laurence Meunier. Bienvenue Laurence, très heureux de t'accueillir. De même, merci beaucoup. Laurence qui est à l'honneur de cette édition puisqu'elle reçoit ce jeudi sa victoire du cinéma. C'est la personnalité cette année mise à l'honneur par les Rencontres du Sud. Et à mes côtés, donc François Thiriot. François, tu es exploitant comme Laurence et René, mais tu es également président du SFTC. Bonjour à tous, le syndicat français des théâtres cinématographiques. Et le SFTC, cette année, tient son 116e Assemblée Générale. Et où, je te le demande? Chez René, c'est le roi René. C'est le mieux. Arrêtez, au Capital Ciné West. Donc autant dire que cette année, c'est vraiment l'endroit où il faut être, Avignon, pour ces 13e rencontres du Sud. Avant de rentrer un petit peu dans l'actualité de chacun d'entre vous, il y a un point commun que vous avez tous les trois, c'est que vous êtes tous les trois des lignées d'exploitants. Et donc, est-ce que vous, sans nous raconter nécessairement un siècle d'exploitation, mais est-ce que vous pouvez juste nous dire comment vous êtes tombé dans le berceau comment le cinéma est tombé dans votre berceau, plus exactement? Laurence. Alors moi, le cinéma est effectivement familial. C'est ma grand-mère qui a créé le premier cinéma à Compiègne en 1926. Donc je suis tombée dedans bien plus tard. Hein. Mais voilà, oui, ma grand-mère, mes parents et moi. Donc c'est la 3e génération. Et aujourd'hui, l'exploitation de Laurence Meunier, c'est donc, tu peux nous la résumer? Donc l'exploitation est à Compiègne, enfin Jo, et à Laon dans l'Aisne. René, ton histoire cinéma? Alors moi, ce sont mes grands-parents qui avaient des salles de cinéma à Salon-de-Provence et qui ont vendu au début des années 90. J'ai toujours regretté ce métier et j'y suis revenu des années après en m'associant avec Raoul Aubert, en montant le multiplex du Capitol Studio et maintenant avec Daniel Thaïlandier. Le cinéma, l'exploitation cinématographique et le cinéma au-delà de tout, c'est vraiment une passion. Donc quand on a vécu ça, quand on est enfant, adolescent, ça reste en soi et on ne peut jamais s'en départir. Merci René. François? Alors moi je suis issu de deux lignées. La première, celle de mon grand-père paternel qui a acheté sa première salle à Mézières en 1919. Et du côté de ma mère, donc son grand-père était exploitant de salles à Grenoble dans les années au tout début du cinéma, pour après aller sur la ville de Nantes où mon grand-père était propriétaire du cinéma Apollo. Et aujourd'hui, donc la famille Thiriot, donc avec Noël, vous avez deux cinémas. On a deux cinémas, un cinéma de 10 salles à Charleville et un cinéma de 3 salles à Sedan. Et une nouvelle génération qui s'implique aussi dans l'exploitation du cinéma. Julien a décidé de nous rejoindre au mois de septembre dernier. Julien Thiriot, hein, donc c'est pas moi, on est d'accord.
On est bien d'accord. L'autre point qui vous réunit tous les trois, c'est aussi des engagements que les uns et les autres vous avez eus au service de syndicats, de fédérations. François, le SFTC qui se réunit, qui tient aujourd'hui son assemblée générale en Avignon, ça fait combien de temps que tu y es impliqué? Alors moi j'ai commencé par être administrateur à la suite du décès de mon frère jumeau en 2008. Et puis petit à petit, j'ai pris un peu de galon, on peut dire ça, jusqu'à ce que Jean-Jacques Genet me demande si prendre la suite me conviendrait ou pas. Et puis après quelques hésitations, je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait partager et peut-être prendre un peu de temps pour participer à l'aventure collective. Et alors, c'est une aventure effectivement collective, puisqu'il y a un certain nombre de bon. personnalités du secteur qui sont engagées à tes côtés, notamment une vice-présidente que nous avons en plateau, donc Laurence. Donc François et Laurence, j'ai envie de vous demander un petit peu votre premier bilan à l'issue de cette assemblée générale qui s'est tenue ce matin. Quels sont un petit peu les principaux enseignements que vous tirez de ces discussions franches, animées, importantes? Je dirais qu'on regarde l'actualité, enfin ce qui se passe de manière lucide et pragmatique. On a eu l'an dernier 4 mois difficiles, les 4 premiers mois. On pensait ne plus jamais vivre cette période. Il se trouve qu'aujourd'hui, elle est presque un peu plus aggravée avec moins 8% de fréquentation. Mais on est optimiste. On a très bien vu que l'an dernier, le public revenait quand on avait les films, que tous les types de publics étaient là, des jeunes aux moins jeunes. Et donc, à ce niveau-là, on n'est pas trop inquiet, mais il ne faudrait pas que la situation se tende davantage. Laurence, tu as des commentaires complémentaires? Complémentaires, non, mais c'est vrai qu'on vit une situation quand même relativement difficile. Mais on a l'année dernière, nous avons eu des bonnes surprises avec les films français. Nous espérons en voir d'autres cette année. Nous espérons aussi que les films américains et les continuations des films américains fonctionnent un peu mieux que ceux que nous avons connus là, qui ne sont pas, hélas, au rendez-vous non plus. Mais je suis comme François, il faut rester optimiste. On a une fin d'année normalement qui s'annonce bonne. Et gardons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et Laurence, parmi tes responsabilités, tu es également engagée à la fédération au sein de la commission des affaires sociales. Tu peux nous dire quelques mots de ce rôle et des sujets importants que vous traitez dans ce cadre? Alors mon rôle, j'ai enchaîné derrière Odile Tarizo, qui a été vraiment une présidente formidable et dévouée pendant de nombreuses années. Donc je me suis engagée, moi, aux questions sociales dans les années 90 déjà, à peu près, 90-95. Et puis on m'a sollicité pour prendre l'intérim, et d'intérim, on est arrivé finalement à ce que je reste en début janvier. Et les intérêts, nous défendons les intérêts de l'exploitation, quel que soit le type de l'exploitation, petite, moyenne ou grande. Et nous travaillons avec les partenaires sociaux régulièrement. Et un secteur qui, si j'ai bien lu directement, l'exploitation, c'est 10 000 salariés environ, c'est bien oui, ça? Oui. Donc voilà, c'est effectivement une belle grosse entreprise et avec un impact bien plus large quand on remonte la filière. Mais donc 10 000 salariés, c'est ça la question sociale dont tu t'occupes? Voilà, complètement. Et donc heureusement, à la fédération, il y a Angélique et Agathe qui nous accompagnent. Et voilà, nous avons du travail. Nous allons entamer les nouvelles NAO pour l'année 2025. Donc voilà, on a vraiment des très bons rapports avec nos partenaires sociaux et on a des rendez-vous, je dirais, mensuels avec eux. C'est pas facile d'ailleurs. Non, pas facile tous les jours, mais bon, nous travaillons sur divers points, sur justement la charte sur les personnes handicapées au sein de nos entreprises. Voilà, donc nous avons des beaux sujets pour l'année en cours. En tout cas, merci pour ton engagement. Ouais. Et effectivement, 3 personnes très engagées à différents titres. René a été aussi très longtemps engagé auprès de la fédération. Mais aujourd'hui, dans ce cadre et avec cette magnifique affiche que tu as derrière toi, c'est aussi d'une autre forme d'engagement que j'ai envie de te parler. C'est l'engagement dans ce bel événement que tu portes avec d'autres depuis des années. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois la place des Rencontres du Sud dans le paysage de l'exploitation aujourd'hui, après presque 15 ans d'existence?
Ouais, écoutez, c'est vrai que, excuse-moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, les rencontres du Sud. On avait lancé ça il y a 15 ans avec Laurent Le Limousin, Laurence Lega, Jean-Paul, Ena, Jimmy Andréani et l'équipe du Capitol Studio, évidemment, pour faire un petit peu le pendant des rencontres de Gérardmer ou les rencontres du Nord, voilà, pour vraiment dire qu'il y a quelque chose qui existait dans le Sud. Et au fur et à mesure des années, nous avons pris une telle ampleur, aussi bien en développant un jury spécifique, les montreurs d'images, en faisant venir des acteurs, des réalisateurs. Notre point d'orgue, évidemment, l'année dernière, ça a été la venue de Viggo Mortensen, le roi dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un moment extraordinaire. Et au fur et à mesure du temps, je crois que tout le monde se retrouve ici, à un moment de l'année qui est vraiment le début de l'année, un moment charnière, aussi bien les politiques, avec François cette année et l'AG du FTC, que des réalisateurs, que des acteurs, qu'une programmation à la fois arrêt-essai et commerciale, puisque nous avons démarré la rencontre cette année avec Avignon, le film qui sortira sans faire trop de publicité au film, mais tout de même, puisque c'est vraiment, il présente vraiment de manière incroyable la ville d'Avignon. Donc ce film-là sortira le 18 juin. Et voilà, on est quand même très heureux d'avoir cette diversité, de pouvoir réunir près de 300 exploitants, distributeurs, et en même temps de se dire qu'il y a aussi des moments de convivialité exceptionnels, puisque nous voyons beaucoup de films, nous travaillons, nous discutons, mais nous nous amusons aussi pas mal. Et je pense que dans l'actuelle période qui est très difficile, c'est important d'échanger ensemble, d'avancer ensemble et d'évoluer dans cette situation qui, j'espère, va évoluer de manière favorable. Mais je vous avoue que pour être quand même pas mal en phase grâce à l'UCF, dont je suis président. Alors tu nous rappelles en quelques mots l'UCF, les chiffres clés de ce syndicat. Nous avons plus de 500 salles réparties dans l'ensemble de la région, plutôt en région sud, PACA, mais aussi jusqu'à Perpignan avec Jacques Font. Et voilà, c'est un syndicat qui est quand même un syndicat important, qui a été dirigé par M. Reboulot, par Alain Klockner, par Didier Tarizo, dont j'ai pris la suite il y a maintenant 2 ans. Et c'est vrai qu'on se rend compte, pour en revenir à ce que je disais, qu'il y a vraiment des difficultés, que certains cinémas peuvent être proches du redressement, voire d'autres problèmes. Donc nous espérons véritablement que le CNC prendra en compte cette situation, que la Fédé fera un relais et que nous arriverons à nous en sortir. Merci René. Alors, pendant que tu as le micro, tu vas le garder. Enfin, vous avez chacun un micro, donc gardez-les de toute manière. Il y a une autre marque de fabrique des Rencontres du Sud. C'est ce choix qui a été fait depuis l'origine de mettre à l'honneur une personnalité du secteur cette année. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la personnalité qui est à l'honneur cette année et des raisons pour lesquelles elle est à l'honneur? Alors, les raisons, c'est très compliqué, mais c'est vrai que depuis quelques années, on met à l'honneur une personnalité du cinéma, une personnalité emblématique qui est à la fois, bon, évidemment, liée à ce travail, mais aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, liée à sa famille, liée à une dynastie du cinéma. Et je tiens vraiment à cette idée-là. Un peu comme Claude Lelouch disait à une époque, les exploitants sont les aristocrates du métier. Bon, actuellement, j'ai un peu l'impression qu'ils font plus partie du tiers-état, mais il en demeure pas moins que là, nous avons des exploitants emblématiques, je parle surtout de nos amis, que chaque fois, nous essayons de les mettre à l'honneur par leur engagement, par leur travail, par leur vécu. Et je crois que vraiment, cette idée-là doit demeurer, puisque au fond, on parle assez peu des exploitants. L'exemple que je prends, pas plus tard qu'il y a 1 mois, au César, on a parlé de Madame Roland, qui nous a quittés cette année, paix à son âme, mais c'est la seule exploitante dont on a parlé dans la soirée. Donc j'aimerais bien qu'on mette un peu plus à l'honneur les exploitants, qu'ils soient un peu plus présents, et que l'ensemble de la filière réalise que sans les salles de cinéma, il n'y a pas de cinéma. Merci René. Alors Laurence, qu'est-ce que ça fait de se voir ainsi reconnaître par ses pairs? Quel sentiment tu as face à cette reconnaissance, cette victoire? Déjà, je suis très touchée. Je suis très touchée. J'angoisse un peu pour demain, pour tout dire. Tout va bien se passer. Parce que je connais René. On peut avoir des surprises. Voilà, non, je suis très touchée. Et vraiment, en ce moment, je pense à ma grand-mère. Et je me dis que tout ça, c'est son travail, le fruit de son travail. Et je suis vraiment, vraiment ravie. Eh bien, on sera ravis de partager ce moment avec toi dès demain. Mais je voudrais aussi qu'on
qu'on s'est pas mal ancré dans l'histoire du cinéma, mais il y a une autre caractéristique importante que vous partagez tous les trois, c'est les projets que vous portez. Vous avez expliqué et partagé certaines inquiétudes que vous pouvez avoir face à la situation. Il s'agit d'être réaliste. Et en même temps, j'ai autour de moi des personnes qui entreprennent, investissent, rénovent. Alors, les projets qui sont en cours, François? Alors effectivement, c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. Quand on a fêté nos 100 ans de cinéma à Charleville, c'était bien sûr l'occasion de montrer 100 ans de photographie d'établissements qui avaient subi des transformations. Alors les premiers cinémas sont souvent construits dans des granges à foin, puis l'évolution vers toujours des mono-écrans avec des grands balcons, et puis les transformations en embellissement après la Deuxième Guerre mondiale. Âge d'or du cinéma, les années 50, c'était 400 millions de spectateurs, il ne faut pas l'oublier. Et puis la transformation, la première crise dans les années 70, avec la transformation de ces mono-écrans en complexe, avec des réussites pas toujours au top, mais ça a permis quand même pendant 30 ans au cinéma de tenir le coup. Et puis après l'arrivée des premiers multiplex. Alors tout ça est un peu vertigineux, mais la leçon c'est que le cinéma évolue toujours. Alors je ne dis pas qu'il a couru après la télévision, il a toujours été devant la télévision, avec le cinémascope, avec la couleur, avec tout ça. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette idée de proposer toujours mieux, de meilleure qualité, pour un plus grand plaisir. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et dans mon cas personnel, après 21 ans en métropolis à Charleville, et ces 10 salles on lui fait une rénovation complète au niveau des salles, du hall, les habitudes changent. Et à Sedan, nous avons un projet d'un nouveau cinéma en entrée de ville. Donc on y croit. Merci François. Et Laurence, aussi, en ce moment, tu es dans le cœur de l'action, dans l'évolution du parc. Oui, alors nous sommes passés par les mêmes étapes que François. Nous avons eu une extension de 14 salles, de 9 à 14 en 2017. Nous avons eu une salle ICE ensuite pour renforcer un peu notre offre. Là, nous sommes aussi en rénovation, parce que le cinéma a été créé en 2002, donc nous sommes aussi en pleine rénovation. Nous avons acheté un cinéma en 2019, le 14 février, donc l'année du Covid. Bon choix, bravo. Mais donc voilà, nous sommes contents et nous avons un projet éventuellement de multiplex sur l'an. Et toi, René, tu collabores avec un groupe en pleine expansion qui est le groupe Ciné Ouest. Tout à fait. Ouais, alors avec Daniel Talandier, évidemment, il y a une expansion, comme tu le dis, mais je pense que en ce qui me concerne, ça sera surtout une rénovation du Capitol Studio qui a ouvert maintenant il y a plus de 15 ans et vraisemblablement une premiumisation de certaines salles. Il n'en demeure pas moins que nous sommes évidemment intéressés par des développements locaux, puisqu'il reste encore des zones où rien n'a été fait, où il y a encore un potentiel véritablement à développer. Donc je parle plutôt dans la région sud. Et je crois que nous travaillons actuellement pour vraiment essayer d'ouvrir d'autres sites. Et alors, il y a un dernier sujet que j'aimerais que nous évoquions ensemble. C'est un des nombreux sujets qui ont été évoqués ce matin. Et on ne peut pas refaire la réunion, parce que sinon les gens ne viendront pas si on raconte tout. Là. Il fallait être là. Mais il y a un sujet qui, je sais, vous tient à cœur à chacun de vous trois, c'est celui de l'éducation à l'image. François, ça a eu pas mal d'échanges ce matin sur l'importance de l'éducation à l'image. Je sais que c'est un sujet important aussi pour la CFTC. Tu peux nous dire quelques mots des échanges sur le sujet, des points de vigilance et de ton regard sur ce sujet? Alors c'est un sujet essentiel parce que c'est l'avenir de nos salles de cinéma, c'est la jeunesse. Ça fait 30 ans que les dispositifs ont été créés. C'est plus de 2 millions de jeunes qui vont dans la salle de cinéma, j'insiste. C'est pas d'éducation à l'image, c'est l'éducation au cinéma. Voilà. Hein, et j'irais même plus loin, je dirais C'est ce qu'on l'éducation à la salle de cinéma. Tu vois, je vais encore plus loin. On sait qu'il y a un véritable problème depuis plus de 2 ans sur le désengagement de certaines collectivités. Pas toutes, ça dépend des départements. On a vu que le Pass Culture pouvait répondre justement à cette déficience de ces collectivités. Et on a été, certains, dont j'ai fait partie, ont toujours été très très inquiets de ce déplacement. Aujourd'hui, la preuve est faite que le Pass Culture,
qui a connu quelques difficultés en fin d'année et qui en connaît aujourd'hui avec des baisses de dotation, ce n'est pas la solution. Quid aussi de l'avenir du Pass Culture, de sa pérennité? Certains disent, mais non, ça ne peut pas disparaître. J'en suis beaucoup moins sûr. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de tout faire, nous les premiers, pour reconstruire l'édifice qui est partiellement endommagé. Une réaction complémentaire sur le sujet, Non, mais Laurence? on est entièrement d'accord. On est tous sur la même longueur d'onde et il faut vraiment que les enfants se déplacent au cinéma et qu'on n'arrive pas à ce que les professeurs fassent des projections dans les établissements scolaires au nom de l'éducation à l'image. L'éducation à l'image se fait dans nos salles de cinéma et non pas dans les classes. Et permettez-moi, mais j'insiste sur le fait que le cinéma, la salle de cinéma, c'est l'éveil, c'est la culture, c'est la connaissance, c'est la critique aussi. La transmission. Et c'est essentiel. Mais le plus important aussi, c'est qu'il y ait une justice dans justement cette culture et qu'elle ne soit pas réservée à certaines régions, à certaines villes ou à certains publics. Donc il faut être vraiment vigilant là-dessus. Et le rapport de la Cour des comptes a bien insisté là-dessus et insisté aussi sur le fait que la corrélation entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation nationale était absolument nécessaire parce qu'on observe aujourd'hui que ce n'est pas forcément évident. C'est justement là où on ressent toute la contradiction du système, puisqu'on a vraiment eu l'impression à un moment que le pass culture collectif, qui vient d'être partiellement supprimé, allait remplacer l'éducation à l'image, alors que ce sont des dispositifs qui n'ont rien à voir. Mais entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, les contradictions, les enjeux, les problématiques sont complètement opposés. Et donc à un moment, on arrive dans cette situation où il faut tout refonder. Donc nous en sommes là et j'espère que nous allons y arriver. Donc des exploitants combatifs. Dernier sujet que je voudrais aborder avec Laurence, parce que à travers Laurence et la personnalité de Laurence, c'est aussi l'engagement d'une femme dans le secteur qui est reconnue et mise à l'honneur. Et ça, c'est aussi un sujet qui te tient à cœur, Laurence, sur lequel tu as souhaité t'engager, sur lequel tu as créé un festival. Tu peux nous dire quelques mots de ta perception de l'évolution du secteur sur la place laissée aux femmes à la fois à l'image et puis dans la gestion d'ensemble de ce secteur, et je pense que tu en es une preuve vivante. Alors je pense que la place des femmes s'est quand même vraiment développée dans la profession, ne serait-ce que dans les instances nationales, il y a beaucoup plus de femmes. On est arrivé, je pense, à un système de parité. Quasiment. Je sais pas ce que voilà. La place de la femme a de plus en plus d'importance. Tout le monde y travaille autour des producteurs, des réalisateurs, des acteurs. Non, je pense qu'on est vraiment. Alors ça progresse doucement, mais nous sommes bien partis pour franchement avoir une parité au sein de la profession. En tout cas, à travers toi, c'est une parité active, engagée. Il y a plein d'autres femmes qui s'engagent au niveau. Il y a beaucoup de femmes exploitantes, peut-être plus qu'avant également. On est nombreuses à s'engager. Voilà. Puis derrière celles qu'on ne voit pas beaucoup, il y a celles qui travaillent beaucoup et qui sont... Non, mais c'est vrai, c'est un... femmes d'exploitants aussi. Voilà, et donc il ne faut pas les oublier. Voilà. Et puis quand je te remerciais, René, tout à l'heure pour ton accueil en Avignon et au Capitole Studio, tu as dit studio, oui, je remercie aussi Daniel Taillandier de nous avoir accueillis sur cet AG et son équipe au Capitole Ciné West, où nous avons passé une assemblée constructive, assez... soutenue quand même, d'après ce qu'on m'a dit. Soutenue, et voilà, c'était un moment pour moi constructif et important. En tous les cas, merci d'être venu. J'avoue que l'année dernière, c'était toi qui étais mis à l'honneur, donc maintenant tu reviens en Avignon, ce qui prouve bien que ça devient un lieu incontournable. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Alors la petite émission, c'est pas tout à fait fini parce qu'avec l'équipe de Box Office Pro, on a le plaisir de vous partager un petit bonus puisque on a beaucoup parlé des échanges professionnels qui ont lieu aux Rencontres du Sud, mais il y a aussi beaucoup d'équipes de films qui sont présentes ici en Avignon pour les Rencontres du Sud. Une de ces équipes s'est prêtée au jeu de la rencontre avec l'équipe de Box Office Pro. On vous laisse la retrouver tout de suite.
Alors, nous sommes toujours aux Rencontres du Sud, mais cette fois avec un réalisateur, Mourad Winter, qui montre ici son film L'amour, c'est surcoté. Et nous sommes aussi en compagnie d'Aurore Jolie-Page de Studio Canal, qui distribue le film. Alors, Mourad, c'est votre premier film, mais ce n'est pas la première fois qu'il est montré. Je crois qu'il a été dévoilé à l'Alpe d'Huez, où il a été très bien accueilli. Exactement. Avec une mention spéciale du jury, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Donc c'est votre premier film, mais c'est adapté, je crois, de votre premier roman. Parfaitement, c'est ça. C'est un roman que j'avais écrit en 2020, qui est sorti en 2021, et du coup on a pensé à faire l'adaptation, et ça s'est fait dans la foulée. Enfin, 2 ans plus tard, on a tourné. Alors il s'agit d'une comédie romantique très contemporaine. Pour commencer, vous pouvez nous dire peut-être 2 mots du pitch, de quoi ça parle? Alors à pitcher c'est toujours difficile parce qu'il se passe plein de choses dans cette histoire, mais en gros c'est plutôt une histoire d'amour entre Anis, jouée par Hakim Gemili, et Madeleine, interprétée par Laura Felpin. Donc c'est l'histoire surtout de la place du deuil dans la vie du perso principal d'Anis, et de sa façon de se reprendre en main via l'amour. Auparavant, vous étiez plutôt humoriste, auteur et écrivain, donc. Pourquoi avoir eu l'idée d'en faire un film, et un film de cinéma surtout? Alors l'idée n'est pas venue de moi, on m'a fait des propositions, et puis petit à petit ça a commencé à germer. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de passer à un autre format d'art. Je pense que... Enfin, moi j'ai la bougeotte, donc j'ai bossé en télé, bossé en radio, j'ai bossé un petit peu dans plein de domaines, et puis quand la possibilité de faire mon film s'est présentée, pour moi c'était un peu une évidence. Mais alors comment? Le film est très bien écrit, très bien, il y a aussi une très belle photo. Comment on apprend le cinéma comme ça du jour au lendemain? Enfin, écrire pour le cinéma, c'est vraiment un autre exercice. Ouais, c'est un autre exercice. Après, moi, j'ai toujours eu aussi la curiosité de l'écriture. Ça veut dire que ça soit même sur les adaptations, que ça soit avec des maîtres comme Maki ou même Troubi. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu drivé. Et puis, j'ai été bien accompagné. J'ai été accompagné par ma boîte de production, qui est Iconoclast, par beaucoup de réals qui m'ont aussi aidé, qui m'ont donné des conseils. J'ai été un peu chapeauté par Ilyas Belkedar, par Romain Gavras. Donc c'est sûr que sur cet apprentissage éclair, on va dire, m'a beaucoup aidé. Mais j'ai toujours aussi eu cette curiosité, cette envie de réaliser. Ça a toujours été dans un coin de ma tête. Alors je pensais pas que ça allait se faire, mais quand la porte s'est ouverte, pour moi ça a été évident d'y aller. Vous pouvez nous dire aussi un mot du casting, peut-être? Comment vous avez choisi ce couple Hakim Gemili? Je crois qu'on l'a vu récemment dans Mercato, on l'a vu dans Docteur aussi. Dans Docteur. Moi, en fait, c'est dans Docteur je me suis rendu compte que c'était un grand comédien. Hakim, je le connais depuis du stand-up. On a commencé un petit peu ensemble, moi dans l'écriture, lui dans le jeu. On s'est rencontrés vers 2011 dans un café-théâtre parisien, et puis on est devenus potes. Et au fur et à mesure, quand j'ai eu la possibilité de faire le film, automatiquement j'ai pensé à lui, parce que j'avais vu Docteur, il me semble que c'était en 2019 qui était sorti, ou 2018. Et j'ai été hyper impressionné par sa prestation, par son jeu, par la justesse, et puis par l'émotion qu'il arrive à dégager. Et je trouve que dans le stand-up, c'est assez rare de tomber sur la bonne personne, le bon comédien qui sait ne pas surjouer. Et Hakim et Laura ont cette faculté à pouvoir délivrer, peu importe le format, que ce soit en stand-up ou face à une caméra en fiction. Laura Felpin, vous l'aviez découvert comment? Alors Laura, on m'a proposé d'aller voir son spectacle, et j'ai été bluffé. Et c'était vraiment à 6 mois du tournage. J'étais en pleine recherche de la comédienne parfaite, et j'avais pas pensé à elle en premier lieu. Et puis quand on me l'a, ça a été une gifle. J'ai vraiment pris une claque, et je me suis dit que ça pouvait être que elle. J'avais vu son spectacle qu'elle avait eu un Molière, et ça m'a vraiment scotché, et je me suis dit que bon. Puis après on s'était fait quelques bouffes avec les deux, avec Hakim et Laura. J'ai vu que ça matchait, je me suis dit c'est bon, let's go quoi. Alors le film sort le 23 avril, c'est bien ça? Je crois qu'on l'a pas encore dit. Oui, tout à fait. C'est ça, Aurore? Oui. Alors Aurore, à un mois de la sortie, comment vous préparez tout ça?
Est-ce que le film va être montré en avant-première? Est-ce que vous avez prévu une petite tournée? Oui, donc en fait, le film a déjà été montré donc, à l'Alpe d'Huez où il a gagné donc, la mention spéciale du jury. À l'issue de ça, on a prévu effectivement une tournée qui commence finalement aujourd'hui avec les Rencontres du Sud, même si là, ce sont des rencontres plutôt professionnelles. L'idée, c'est d'un peu de le mettre sur une lampe de lancement et ensuite, on va faire une dizaine de dates de promotion avec parfois les talents Hakim et Laura, notamment quand ils vont pouvoir se déplacer. On va aller dans les grandes agglos. On va le sortir sur 350 copies, 300-350 copies. Et pour le moment, les voyants sont au vert. On a déjà 2 labels. Le label Pâté, Coup de cœur Pâté et le label CGR. Donc on est plutôt très bien accompagné pour le moment par les circuits. Et globalement, toutes les projets où on monte le film sont plutôt très prometteuses. On a un retour qui est quand même assez fantastique et on est du coup très heureux d'accompagner le film et d'accompagner Mourad dans sa sortie. Le film s'adresse vraiment à un public assez large et beaucoup les jeunes en particulier. Au-delà du thème, alors c'est un film quand même sur l'amour, l'engagement, le deuil, vous en avez parlé, mais aussi sur plein d'autres sujets de société. Est-ce qu'il y avait une idée, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose que vous vouliez aborder plus, qui dise quelque chose de la société d'aujourd'hui? Peut-être pas de la société, mais moi j'avais envie de raconter plutôt une génération. J'avais envie de raconter... moi, le postulat quand je commence à écrire ce bouquin, c'est j'avais envie de lire. J'ai écrit le bouquin que je voulais lire, donc j'avais envie de me marrer, j'avais envie d'être touché, j'avais envie qu'il y ait quelques références un peu pop et assez contemporaines. Donc c'est un peu dans la continuité. Moi, quand j'adapte justement en long métrage, j'avais cette prétention de raconter nos vies, nos existences, et sans pour autant aller dans des clichés ou autres, juste une histoire d'amour classique et tout ce que ça entraîne. C'était vraiment ça, moi, l'idée. Il n'y avait pas de... Je visais pas un public en particulier, je racontais une époque. Vous, chez Studio Canal, vous vous adressez aussi à un public très large, ou vous pensez à... Oui, globalement, la partie comédie fait que c'est un public très large. Après, on a aussi conscience malgré tout on va dire, du biais plutôt jeune de la comédie, qui est plutôt une très bonne chose en l'occurrence, parce qu'on sait que les jeunes vont beaucoup au cinéma aujourd'hui. Et donc, on va quand même principalement se concentrer sur les grosses agglomérations, même si le fait de sortir sur 350 copies permet quand même de brasser assez large. D'autant qu'on a une date de sortie qui est plutôt favorable, avec tous les ponts qui vont suivre derrière, qui vont nous permettre d'étendre au fur et à mesure sur toute l'exploitation et du coup viser un public de tout âge, que ce soit familial, grâce aux ponts notamment de mecs qui suivent juste derrière la sortie. Donc oui, on l'accompagne de façon à ce que ce soit vu par le plus grand nombre. Parce que des comédies romantiques en général chez Studio Canal, vous en avez sorti pas mal, mais là il s'agit d'un premier film moins connu, mais on sait ce que peuvent réserver parfois des premiers films comme ça, des comédies. On a vu un exemple en particulier l'an dernier. Donc oui, on n'est pas très inquiet de ça. On sait faire, en l'occurrence chez Studio Canal, et en plus, on est un peu les pros des films qui commencent, où l'amour est dans le titre. Donc, je souhaite autant de succès à L'amour, c'est surcoté que tous les films sur l'amour que nous avons sortis dans les derniers mois. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et donc, ça sort le 23 avril. Tout à fait. Exactement. Et vous êtes prêts? Ouais, oui, ça fait, oui, toujours, toujours. Non, on a eu des bons retours et puis avec les comédiens, on commence à être un peu pressé. On a hâte je vais pas dire d'en découdre, mais on a hâte d'aller se confronter un petit peu aux salles, d'aller voir les réactions, de comprendre ce qui est apprécié, ce qui est moins aimé. Enfin, je pense que pour nous aussi, c'est vraiment important et puis les comédiens, ils tiennent vraiment à cœur à ce projet, ils se donnent à fond et donc ouais, on a hâte. Et un dernier mot, le fait de le montrer là, des exploitants qui sont un peu les passeurs, c'est eux qui vont apporter le film au public. C'est important pour vous? Ouais, complètement. Après, c'est une pression un peu différente, mais en même temps, on s'attend à ce que les exploitants connaissent un petit peu mieux le sujet, donc soient, je ne vais pas dire plus indulgents, mais comprennent vraiment les difficultés de réaliser un premier film et de mieux comprendre peut-être le projet qu'une personne qui va que très rarement au cinéma. Donc pour moi, c'est un peu plus valorisant même. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Les rencontres du Sud se poursuivent encore jusqu'à vendredi. Et rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine émission.